Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief. Le moins que l'on puisse dire est qu'après 3 ans et demi de travail gouvernemental, mais aussi d'une certaine atonie de l'opposition, les échauffements commencent, comme on dit. Il est vrai que le bilan de cette majorité est copieux et dense, du moins dans l'analyse. L'éducation était une priorité, mais aussi l'emploi, et ils le sont toujours. La protection universelle est un projet structurant et de portée nationale. L'eau et ses différentes problématiques sont également une des priorités les plus visibles de ce gouvernement. L'industrie avance et marque des points, avec des records établis et un Maroc qui joue désormais dans la cour des grands. Mais il y a également bien d'autres questions de nature économique, sociale et même sociétale, comme l'inflation, la jeunesse, la communauté des Marocains du monde, l'avancée du chantier de la réforme du Code de la famille, la lutte contre la corruption et d'autres. Je le disais et je le répète, l'action du gouvernement est dense et riche, mais on ne peut pas dire que tout a réussi, comme on ne peut pas dire que tout a échoué non plus. Et nous en sommes là aujourd'hui pour en débattre, en discuter avec deux éminentes personnalités de notre scène politique. C'est Riyad Mzour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ministre de l'Industrie et du Commerce. Vous êtes membre du comité exécutif de l'Istiqlal. Vous êtes donc l'un des chefs de la majorité. Je suis un membre du comité exécutif d'un parti qui appartient à la majorité. Très bien. Marhaba bik, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est Driss Azami Drissi. Marhaba bik, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien ministre du budget dans le gouvernement d'Abdillah Ben Kiran. Vous êtes membre du secrétariat national du PJD. Vous êtes aussi président du conseil national. Et vous êtes aussi ancien maire de Fès. C'est bien ça? Exact. Merci. Donc, parti de l'Istiqlal à ma droite, sans connotation politique. PJD à ma gauche, sans connotation politique. Mais PJD et Istiqlal face à face. On y va. Donc, nous sommes à 3 ans et demi de cette majorité, de ce gouvernement, et donc à seulement 1 an et demi des futures élections législatives. Alors, de votre position dans la majorité ou dans l'opposition, quel est votre sentiment sur la majorité, sur la législature? Et à tout seigneur, tout honneur, on commence par le ministre en exercice. Allez-y, c'est mesure. Le premier sentiment, c'est que le travail a été dense, a été intense, dans la mise en œuvre du programme de la majorité, avec des succès, certains, avec des conditions parfois compliquées, et avec des choses qu'il s'agit de réaliser et de rectifier d'ici la fin de la législature. Bilan, donc positif, optimiste. Bilan, il y a encore du travail, mais on est à mi-chemin. On a fait aussi un travail assez intense duquel on peut se réjouir. Un peu plus, aux 2 tiers, on va dire. Aux 2 tiers, on n'y est pas encore. On a fait 3 ans. 3 ans et 4 mois, on va dire. Voilà, il reste 1 an et 8 mois. C'est Driss Azami Drissi. Toujours même question. Même question. On n'a pas la même lecture, mais permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'organisation de ce débat. Marhaba. Parce que c'est très important, et de saluer le ministre Mzour, parce qu'il va à l'arène. Parce que nous avons un problème avec ce gouvernement. Le premier problème, c'est qu'ils sont absents des plateaux de télé et surtout de dialogue et de débat. Ils sont dans le comptoir et dans le monologue de plus en plus. Donc c'est très important d'avoir ce type de débat pour éclairer l'opinion publique, pour mettre en avant les avancées et pour pointer également les retards. Alors, nous, notre lecture par rapport au travail gouvernemental, c'est que pour que nous soyons objectifs, ce gouvernement s'est présenté devant le Parlement le 11 octobre 2021. Il a eu le vote de la majorité le 13 octobre 2021. Le programme gouvernemental contient 10 engagements. En toute objectivité, on peut les passer un par un. Sur les 10 engagements, 2 seulement sont partiellement réalisés. Et je dis bien 2 seulement sont partiellement réalisés. Les 2, c'est le chantier de la protection sociale. C'est partiel parce qu'il y a du retard sur ce chantier-là. Et le deuxième point, c'est la généralisation du préscolaire. On est à un niveau de plus de 80%. On est loin de la généralisation, mais il y a eu une évolution. Les autres, on attend toujours les 1 million d'emplois nets durant le mandat. On attend toujours les 4% de croissance comme moyenne durant les 4 ans. C'est impossible à réaliser, que ce soit les 1 million d'emplois nets ou les 4% de croissance. Et on attend toujours les 30% du taux d'activité des femmes. Dans les 10 engagements, on parle de 20% du taux d'activité. Aujourd'hui, on est à 19%. Donc, c'était un engagement impossible. Je vous ai parlé de 3. Ça a beaucoup dégringolé le taux d'activité dans la décennie 2010-2020. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que nous avons un engagement du gouvernement de faire passer le taux d'activité des femmes de 20 à 30%. On est à 19%. Donc, je vous ai donné 3 engagements concrets
consignés dans le programme gouvernemental, votés par la Chambre des députés, qui sont impossibles à réaliser, qui sont, sauf miracle, donc voilà. Bien sûr, un autre volet, ça, ce sont les désengagements. Maintenant, le grand slogan de ce gouvernement, c'est l'État social. Au niveau de l'État social, moi, je mets trois sujets importants, l'éducation, la santé et puis le niveau de vie. Sur l'éducation, nous avons, avec ce gouvernement, vécu la grève la plus longue, 5 mois de grève, sans réactivité du gouvernement, et par la suite, le gouvernement vient à la dernière minute et règle les choses avec un chèque. Deuxième niveau, la santé. La santé, nous avons vécu avec ce gouvernement 12 mois de grève. Au niveau des facultés et des hôpitaux, aucun répondant au téléphone. Le chef du gouvernement n'est pas là. Il a fallu qu'il y ait eu un amendement du gouvernement, un nouveau lapsus important, un nouveau ministre de la Santé et un nouveau ministre de l'Éducation supérieure pour que la chose soit réglée du jour au lendemain. 12 mois d'arrêt. Et puis, l'inflation, elle est là, on va en parler. Alors, on va laisser juste réagir parce que je pense que pour l'emploi, il y a des choses à dire. Oui, vous avez des chiffres. Qu'on puisse dire 2 ou 3 choses. Alors, sur les engagements du gouvernement, on est à un moment assez intéressant où, effectivement, on peut reconnaître que sur l'ensemble, selon les statistiques fournies par le HCP, on est, à fin 2024, à moins 99 000 emplois nets par rapport au début du mandat ou la fin 2021. Et ça, c'est tout à fait réel, véridique, vérifié. Maintenant, les mêmes statistiques au niveau du HCP, si on veut être aussi, regarder quelque chose qui peut être aussi intéressant, décrivent qu'entre fin 2021 et fin 2024, il y a eu la création de 364 000 emplois rémunérés. Et donc la perte de tous les autres emplois, ce sont des emplois non rémunérés. Et effectivement, et c'est intéressant à savoir, cela est dû à des conditions assez sévères au niveau climatique sur lesquelles on peut se mettre d'accord. On peut me dire que c'était prévisible, ça ne l'était pas. C'est une discussion qu'on peut avoir, mais je sais qu'un ancien ministre du budget, quand il fait ses hypothèses, et on les prévoit de la même manière qu'il prévoit quand il fait son programme, avec une année moyenne sur les 5 ans par rapport à ça, et c'est comme ça qu'on le prévoit. Maintenant, par rapport à tout cela, est-ce que c'est impossible? Non, ça n'est pas impossible. Qu'est-ce qui est impossible? De réaliser le million? Non, ça n'est pas impossible si les conditions climatiques se retournent, ou on redevient quelque chose de positif. D'où ça vient? C'est aussi une question assez importante. Ça aurait pu être dit aussi comme condition. Après 4 ans de sécheresse, ça aurait pu être dit 1 million si la pluviométrie nous aide. Non, dans le cadre d'une pluviométrie moyenne. Quand on fait par exemple des prévisions budgétaires sur l'année d'après, on les fait en fonction d'une pluviométrie moyenne avec des scénarios. Si on les fait sur 5 ans, en général, ça s'équilibre. C'est des choses sur lesquelles, quand on construit un programme, on les fait et on peut être tout à fait honnête par rapport à ça. Maintenant, derrière tout ça, c'est une démographie qui était prévisible depuis 25 ans, qui est là et qui est entre nos mains. C'est un changement climatique, si on nous dit qu'on ne nous l'a pas prévu, qui était aussi prévisible depuis 25 ans. Donc on peut mettre la coulpe sur le gouvernement, et je veux bien l'accepter puisqu'on est aux responsabilités aujourd'hui, mais on peut mettre aussi la coulpe ensemble sur ce qui a été programmé pendant toutes ces années. Moi aussi, je peux revenir dire, le chômage, c'est une question qui est essentiellement agricole, c'est fait parce qu'il n'y a pas d'eau, parce que la stratégie de l'eau n'a pas été exécutée à temps, et donc si la stratégie de l'eau avait été exécutée à temps, j'aurais pu avoir et ne pas perdre les 400 000 emplois, et le travail que j'ai fait pour réaliser 364 000 emplois aurait pu payer ses fruits. Mais ce n'est pas ça le débat. Le débat qui m'intéresse le plus, c'est un débat constructif entre l'opposition et la majorité. Et dire, voilà, on a un problème, on a une quantité de jeunes qui arrivent, on a dans le monde agricole, et on peut se mettre d'accord dessus, malgré le fait qu'on a perdu de l'emploi dans le monde agricole, les agriculteurs n'arrivent pas à trouver des employés pour travailler la terre. Malgré le fait qu'on ait un problème d'emploi au niveau national, les BTP n'arrivent pas à trouver les employés. Donc c'est un emploi d'une qualité différente que nous devons créer. C'est un modèle nouveau que nous devons inventer ensemble. Alors, maintenant, sur l'État social,
l'éducation et la santé. On reviendra tout à l'heure pour que je puisse répondre. Alors, je vais essayer d'équilibrer le temps de parole. Oui, entre vous. allez-y. Vous avez 1 ou 2 minutes pour répondre à ça, après on continue. Alors, rapidement, d'abord, lorsqu'on fait un programme gouvernemental pour le Maroc, on est au courant que le Maroc, c'est un pays où il y a de la sécheresse. Donc, c'est une donnée fondamentale, structurelle, qu'on ne peut pas occulter au moment de la préparation du programme Alors dans gouvernemental. ce cas, excusez-moi, c'est l'Azami Idrissi, Riyad Mzour dit que la politique, la stratégie de l'eau n'avait pas été mise en œuvre. J'ai déjà noté ça. Donc je parle d'abord de la sécheresse. Et puis je ne vais pas interrompre parce que je peux répondre voilà. sur des programmes avec 7% Avec- de croissance. exactement. Non, interrompez-vous, moi j'essaie de garder le temps. Donc la sécheresse, elle est là, c'est une donnée structurelle, on doit la prendre en compte. Et en parlant de 1 million d'emplois nets, on n'a même pas mis du brut. Si on avait mis du brut, ça aurait été mieux et favorable pour le gouvernement. On parle d'1 million d'emplois nets créés durant les 5 ans. Je dis bien que c'est impossible. C'est-à-dire l'écart entre ce qui a été C'est créé et ce qui a été impossible détruit parce comme emploi. Jusqu'à On est bien d'accord. 2023, 2021, 2022, jusqu'à 2023, on a détruit des emplois au lieu de les créer. C'est la première fois. L'enquête sur l'emploi de l'HCP qui vient de sortir, il parle de la création de 82 000 emplois nets. C'est la première fois qu'on a créé de l'emploi. 2024. 2024. Alors qu'on a détruit plus 400 000 durant les premières années du mandat du gouvernement. Donc c'est impossible de rattraper. Il faut faire le plus 400 000, plus les 82 000. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, sur la stratégie de l'eau, allons-y. Sur la stratégie de l'eau, nous nous sommes tus par rapport à ça parce qu'il y a eu des directives royales en octobre 2023 pour dire ce dossier-là, s'il vous plaît, sortez-le des querelles politiciennes et ne faites pas un objet ou un sujet pour attiser les protestations sociales. Alors, on a été discipliné pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais lorsque le chef du gouvernement il est venu, il a dit que c'est le PJD qui est responsable, avec le PPS bien sûr, qui est responsable du retard. Alors voyons voir les données de la Cour des comptes. Sur les 16 barrages programmés, sur les 30 barrages programmés, 16 ont été réalisés. Un taux de réalisation de 53%. Et on sait très bien ce que ça veut dire un barrage. Par rapport aux études, par rapport à l'expropriation, par rapport au financement, C'est un taux qui est honorable pour un gouvernement. Mais voyons de l'autre côté de l'agriculture. Est-ce que vous savez combien l'agriculture consomme d'eau? L'irrigation. 87%. 88%, voilà. 87%. Les 87%, il y avait un programme de l'approvisionnement, c'est-à-dire les barrages, mais il y avait un programme d'équipement des exploitations agricoles en termes d'irrigation du goutte à goutte pour faire. Combien ça a été réalisé? Ça a dépassé. Moi, ce que je sais, c'est que ça a 9%. Donc nous, si le chef de gouvernement nous impute la responsabilité, si le chef de gouvernement nous impute la responsabilité des barrages, on a un taux de réalisation de 53%, sachant que lui-même, il a été signataire du programme national d'approvisionnement 2020-2027 lorsqu'il a été signé en janvier 2020, il a été signataire. Donc lui, il a réalisé seulement 9% par rapport à un taux de consommation de 87%. Donc c'est un programme. Alors, et nous, c'est-à-dire rester c'est-à-dire rester responsable et rester digne de la responsabilité que nous confèrent les citoyens, nous avons demandé une commission d'enquête parlementaire sur ce sujet-là. Alors, on va passer. Nous nous sommes adressés directement au chef du gouvernement, puisque vous dites que nous sommes responsables du retard du programme d'eau. Allons-y. Non, pas vous, le chef du gouvernement. Allons-y, faisons une commission d'enquête pour voir les 53% réalisés en termes d'eau potable et les 9% uniquement en termes d'exploitation agricole et de l'équipement de l'exploitation agricole. On avance. Donc il a d'abord à nettoyer de son côté plutôt que de parler du retard de l'eau. Monsieur le ministre, je peux réagir, ça ne vous dérange pas. Allez-y, mais après, vous avez exactement 2 minutes. On peut passer à autre chose. Ça va être un peu difficile de contrôler tout le temps. Non, mais on essaye quand même d'avoir un débat, c'est le principe. Effectivement, sur les barrages, je peux témoigner qu'il y a une réalisation de 50%, et on peut la confirmer, il n'y a aucun souci.
Maintenant, des barrages sans précipitation, c'est compliqué. Quand l'eau ne tombe pas, on peut... C'est pas le problème. Je Donc, c'est pas le problème au gouvernement. Je n'ai pas réagi et j'évite de le faire pour qu'on n'ait pas ce... Avec plaisir. On s'en tient à cette discipline-là. C'est mieux, je pense. C'est mieux. Maintenant, la problématique, et peut-être qu'on y viendra, et je pense que ce sera une vraie transition pour un autre débat, c'est la problématique des stations de dessalement. Et par exemple, celle de Casablanca, qui devait fournir 200 millions de mètres cubes et monter à 300 millions, était prévue pour 2016. Et vous imaginez ce que ça aurait pu changer en impact sur la possibilité de production, notamment agricole et même d'accès à l'eau potable, d'avoir 300 millions de mètres cubes. Je vais vous donner un chiffre pour que vous puissiez un petit peu faire le lien. On consomme sur le périmètre irrigué seulement. Je ne parle pas des 4,5 milliards de mètres cubes qui sont consommés par ailleurs dans l'agriculture. Sur le périmètre irrigué, ce sont des besoins de 3 milliards et demi de mètres cubes. Vous savez combien ils ont reçu l'année dernière pour pouvoir préserver l'eau potable avec tous les barrages qu'on a? 400 millions de mètres cubes. Et donc, on est dans une situation où effectivement, la problématique chauffe. Et je ne dis pas que c'est un manquement. Je comprends la situation, les circonstances qui ont fait que des fois on ne réalise pas des programmes. Je suis responsable gouvernemental et je sais qu'il y a des choses que je veux réaliser parfois où j'ai des difficultés à les réaliser. Je ne suis pas en train de faire le procès d'un passé. Je suis en train de parler de responsable à responsable sur une période de 3 ans qui a été précédée par une période de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans. Et on est en train d'arriver à une situation. Cette situation, est-ce qu'on est en train de la traiter avec les bons outils? Est-ce qu'on doit améliorer certains outils ou en changer d'autres? Pour moi, c'est ça le débat qui importe. Alors, on va avancer un peu. Vous êtes exactement à égalité de temps. J'essaie d'arbitrer tout ça. Alors, quand on parle d'inflation qui est aujourd'hui élevée, c'est le moins qu'on puisse dire. Les sonnettes d'alarme ont été tirées un petit peu partout, mais vous êtes aussi ministre de l'Industrie et ministre de l'Industrie et du Commerce. Et le commerce, ça nous renvoie vers l'inflation. Je me rappelle, il y a 2 ans, je vous avais reçu ici même, vous étiez là. L'inflation n'est pas élevée, mais les prix le sont. Il faut corriger les choses. L'inflation a été maîtrisée. En même temps, pour le public, c'est pareil. Oui, mais il faut pas. Les prix restent élevés pour les gens. Exact. On a une inflation cumulée, on va dire, sur le mandat. Monsieur le ministre parle d'un langage de vérité que nous ne entendons pas par ailleurs. Oui. Parce que on fait l'amalgame de l'inflation et des prix, on dit que l'inflation a été maîtrisée, mais les prix, et notamment certains prix, pour aller directement, on va parler des prix des viandes rouges et blanches, on va parler des prix certains légumes. De certains légumes. Bon, c'est pas encore à des niveaux alarmants, mais c'est monté au niveau de la tomate à 8-9 dirhams. Il faudrait que ça... C'est des choses qu'on surveille, comme le lait sur le feu. Monsieur le ministre sait de quoi je parle, surtout avant Ramadan. C'est quelque chose qu'on surveille de manière très précise, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui jouent avec ça un petit peu, etc. Alors, effectivement, les prix des viandes rouges et les prix des viandes blanches restent élevés, et l'inflation est maîtrisée. Maintenant, est-ce que ce qu'on a fait est suffisant pour faire baisser les prix? Sur l'ensemble de l'autre chaîne de valeur, les autres produits, je pense qu'on a fait du bon travail. Sur les huiles, sur les pâtes, sur les autres légumes, etc. Y compris dans les différenciations d'assolement, etc. Sur la pomme de terre, sur l'oignon. Je pense que le travail qui a été fait est bon. Sur la viande, on n'a pas encore réussi à craquer le modèle. Pour différentes raisons. Parmi les raisons, et qui ont été citées par mon secrétaire général, il y a une quantité limitée de spéculateurs, 18 exactement, dans le domaine de la viande rouge, qui sont en train de faire du mal au marché et auxquels on est en train de trouver des solutions. Vous avez fait quoi? Voilà. Vous avez saisi le parquet? Vous êtes ministre, vous êtes ministre, vous dites qu'il y a des spéculateurs? On va parler un langage de vérité. Oui. On va encore parler un langage de vérité. Merci. Qu'est-ce qu'on a fait? Aujourd'hui, quand on a un problème de prix, sur un produit qui est un produit ouvert, ça veut dire qu'il n'est pas contrôlé, on a 2 choix. Soit on contrôle, on fixe le prix, et on a cette capacité de le faire. Ça peut poser différents problèmes parce que ça demande d'autres outils pour les accompagner. Soit on agit sur l'offre. On essaye de renforcer l'offre. Donc comment on a essayé de renforcer l'offre? C'est quoi? Si on s'est dit, on va enlever les barrières à l'importation, ça veut dire on va enlever les droits d'importation qui protégeaient à l'époque le cheptel
le cheptel local d'importation qui pouvait venir d'ailleurs pour pouvoir préserver ce cheptel. À une époque, tout le monde était d'accord sur ce sujet-là. Maintenant, le cheptel a baissé de 36%, là 38%. Vous ne répondez pas à ma question, monsieur le ministre. Non, ce que je vous demandais qu'est-ce que vous faites contre les spéculateurs. Vous Attendez, je vous explique. Donc on agit sur l'offre. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on leur dit, voilà, vous avez le droit de rentrer 200 000 têtes d'ovins pour baisser les prix. On estime que ces 200 000 têtes vont rentrer. Et on vérifie un petit peu à quel prix rentrent ces têtes. Et combien de têtes sont rentrées, combien de kilos sont rentrés, etc. Une fois qu'on a vérifié, on se dit, bon, normalement, la marge de celui qui les a ramenés devrait être autour de 10 dirhams. La marge du boucher traditionnel entre l'abattoir et le boucher, c'est 8 à 10 dirhams. C'est ce qu'on surveille depuis des années. C'est à peu près ces marges-là. On se rend compte aujourd'hui que les marges des importateurs sont autour de 20 dirhams à 25 dirhams et la marge du boucher est entre 10 et 15 dirhams. Donc on est dans des marges globales de 40 dirhams par rapport à des marges traditionnelles qui sont de 20 à 25 dirhams. Et c'est pour ça qu'on est en train de dire aujourd'hui, qu'est-ce qui manque? Soit on va agir sur la partie normalisation. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de répondre. Rapidement, s'il vous plaît, il faut qu'il réagisse. Et vous me demandez qu'est-ce que je fais? Il faut qu'il réagisse aussi. J'essaye de répondre. Allez-y. J'essaye de répondre. Maintenant, vous pouvez réagir et puis je répondrai après. Voilà, merci. Allez-y, vous avez... Si vous savez, monsieur le ministre, c'est un point sur lequel on doit s'attarder davantage. La question de l'inflation et notamment les viandes rouges. On va juste équilibrer le temps de parole. Non. Parce que monsieur le ministre oui, c'est ce que je vais faire. Allez-y, expliquez. C'est pour ça que je me suis arrêté dans mon explication. Merci. Ne vous en faites pas, je vais vers le temps. Le citoyen ne comprend pas que l'inflation soit stabilisée alors que c'est une réalité. Mais le panier du citoyen, il est toujours très cher. Pourquoi? Parce que d'abord, nous avons intériorisé les 6% de 2022 et les 6% de 2023, parce qu'on parle de l'inflation en 2024 autour de 2%, ça ne veut pas dire qu'on a récupéré les 6% de 2022 et 2023. Les 12%, voire plus, parce qu'il faut mettre les 6 sur les 6, ils sont déjà dans le panier, ils sont consommés. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, au niveau de l'inflation, il faut faire la part des choses. Les biens qui font que l'inflation elle est autour de 2%, mais les autres, le panier du citoyen, c'est le souk. Lorsqu'il est dans le marché pour remplir le panier de la ménagère, il ne trouve pas des prix qui sont abordables, légumes de manière générale et les viandes rouges. Mais c'est à cause de quoi? C'est de ça qu'on doit parler. C'est à cause de la politique gouvernementale. Il n'y a pas que les opérateurs. Je remercie M. le ministre d'avoir pointé les 18. On parle de 18. Monsieur le ministre, 18 personnes, importateurs ou je ne sais quoi, en aucun cas, ils ne doivent rendre la vie dure à 37 millions de Marocains. Nous avons, le gouvernement, l'État marocain a la possibilité de discipliner ces 18 opérateurs. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Parce qu'on parle de 18. C'est ce que j'essayais de expliquer. Nous avons 37 millions. C'est ce que j'essayais d'expliquer quand il m'a interrompu. 37 millions, on revient. 37 millions de Marocains qui ont le droit de vivre de manière sereine et d'avoir des viandes à des prix abordables. Je reviens à la politique du gouvernement. La politique du gouvernement, nous, PJD, nous n'étions pas d'accord avec vous sur le fait d'exonérer de la TVA à l'importation, sur le fait d'arrêter les droits de douane. Nous avons des communiqués du secrétariat général du PJD qui disent ça, qui disent, c'est de la dilapidation de deniers publics sans aucun impact sur les prix. Pourquoi, monsieur le ministre? Vous savez très bien ça. Moi, j'ai toujours été contre l'exonération de la TVA et l'exonération des droits de douane. Parce qu'il bénéficiait aux importateurs, il bénéficiait aux commerçants. Dans l'histoire économique et dans l'histoire de la politique économique, que ce soit fiscale ou douanière, chaque fois que vous donnez une exonération, une réduction de taxes, une suspension de droits de douane, ils sont captés par les importateurs et les commerçants. Donc, ça a été vu dès le départ. Dès le départ, nous avons soulevé cette question, nous avons dit que c'est de la dilapidation de l'argent public sans impact. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, nous avons dit que vous allez attiser l'inflation. Parce que lorsque vous dites ça à travers ce discours, non seulement vous dites qu'il y a de la rareté, donc il y a une rareté de l'offre, la demande, elle est là, et donc vous faites en sorte que vous poussez l'inflation. Troisième niveau,
c'est la dissémination du cheptel national. Et on reviendra parce que j'étais étonné des 38%. Moi, jusqu'à maintenant, Monsieur le ministre, sincèrement, je n'ai pas compris les 38% de recul d'El Hedek. Parce que je suis revenu à l'annuaire statistique du Maroc, le HCP, ce matin, depuis 2016 jusqu'à 2022. En 2016, j'ai 25 828 000 têtes d'ovins et de caprins. En 2022, c'est l'annuaire statistique qui est publié sur la base des statistiques du ministère de l'Agriculture. J'ai 27 845 000. Alors, comment on a fait qu'on a perdu 10 millions de têtes? En une année, on est tombé à 15 millions. Il y a un problème. Là, chauffe. Il y a de la transparence. Est-ce que je peux répondre? Bien sûr, il y a de la transparence et de la pédagogie qui est attendue du côté du gouvernement. On essaye. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Avant que vous réagissiez, mais je serais bien que je réponde à ça. Vous allez réagir, vous allez répondre. Parce que vous ne m'avez pas laissé finir ma démonstration. La première. Il fallait équilibrer. On a équilibré le transparence. Sur les 18, j'aimerais bien l'écouter sur les 18 et sur les 38%. C'est important. S'il vous plaît, là, moi, ce que je veux savoir, Monsieur le ministre, avant de faire votre réaction, vous continuez. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que ça, c'est une discussion technique entre sachants, entre savants, entre responsables. Il y a des gens, la ménagère, je ne fais pas de populisme, mais il y a des gens qui vont au marché et qui trouvent des prix qui sont extrêmement élevés. Alors, après 38%, 15%, 12% TV au droit d'importation, ça ne les concerne pas. Ce qui les concerne, c'est le prix qu'ils vont débourser. Tout à fait d'accord. Exact. À la fin. Tout à fait, Monsieur le ministre. Effectivement, 18 ne doivent pas tenir en otage 37 millions de Marocains. C'est pour ça qu'on a ouvert l'importation et pour tout le monde. Le problème, c'est que ça n'a pas été utilisé par tout le monde. Et ma surprise à moi, c'est en ayant fait ces abattements et en ayant cette possibilité d'avoir ces marges, on n'a pas consommé les quotas. Et là, ça me pose un problème. Deuxième chose, vous me dites que l'exonération des droits de douane et de TVA, vous pouvez être contre, et j'ai lu avec beaucoup. Je lis ce que vous écrivez parce que ça m'intéresse, et c'est important de savoir ce que pense quelqu'un qui ne pense pas comme vous. C'est toujours enrichissant. Et donc je me suis dit, mais attendez, je vais ramener cette viande. Elle arrive à, allez, en moyenne, elle arrive, la viande rouge carcasse, à 70 dirhams le kilo. Pour l'exemple, mais c'est à peu près ça. Si j'avais gardé la TVA, et si j'avais gardé les droits de douane, elle serait arrivée à combien? Elle allait être... Attendez, elle serait arrivée à combien? Elle allait être au même prix, Monsieur le ministre. Elle serait arrivée à 200 dirhams. Non, elle allait être au même prix d'aujourd'hui. Là, avec tout le respect que je vous dois, quand vous avez 200% de droits de douane sur 70 dirhams, on peut faire tous les calculs qu'on veut, on arrive à 200 dirhams. Maintenant, vous me dites que ça n'a pas fonctionné. Vous allez réagir à ça? Non, mais le temps que vous finissez, bien sûr. Vous me dites que ça n'a pas fonctionné. Si, ça a fonctionné. Parce qu'on était dans une évolution extrêmement importante. On a pris entre début 2022 et fin 2022 30% dans le prix de la viande. On est passé de 105 à 130 dirhams pour la partie ovine et de 104 à 118 dirhams pour la partie bovine. Ouais. Donc on a pris un choc inflationniste sur la viande pour ces raisons-là. Et depuis qu'on a introduit ces mesures-là, on a stabilisé les prix et pour la viande ovine, on a recommencé à les baisser. Donc ce système-là a fonctionné. Est-ce qu'il a fonctionné aussi bien qu'on le voudrait? Est-ce qu'on a atteint les prix que les Marocains méritent? Pas encore. Mais ça a stabilisé la courbe et ça l'a inversé. Là, je reste toujours sur ma position que c'est des mesures qui n'ont pas à être prises dans ce sens-là. D'abord, l'exonération de la TVA, c'est une mesure qui a été prise hors la loi. Il n'a été officialisé que dans le cadre de la loi de finances 2025, parce que l'exonération de la TVA, c'est une... Quand vous y allez hors la loi? Oui, je dis que j'assume ma responsabilité. Un ministre ne peut pas, par simple décision, donner une exonération de la TVA. Parce que ça a été fait par une décision conjointe du ministre du Budget et du ministre de l'Agriculture. Ils n'ont pas le droit de le faire. La TVA, c'est une affaire législative. Et d'ailleurs, ils se sont rattrapés. Ils sont venus dans le cadre de la loi de finances 2025, ils ont exonéré de la TVA les importations des viandes rouges de manière générale. Mais ça, c'est un débat, comme vous dites, c'est un débat, mais qui intéresse le citoyen, parce que le citoyen, il est légaliste.
Le citoyen marocain, il est légaliste. Il doit l'être. Maintenant, sur la question, l'impact sur le cheptel. L'impact sur le cheptel, je reste encore étonné du fait qu'on a perdu 38% en une année maintenant. Parce que, je dis encore, en 2022, ce sont des statistiques officielles, on est à presque 28 millions de têtes d'ovins et de caprins. Comment ça s'est fait? Bien sûr, le ministre de l'Agriculture, il fait la référence par rapport à 2016. Je ne sais pas pourquoi il a fait ce saut-là pour revenir jusqu'à 2016. Mais comment ça se fait qu'on a perdu les 33%? Ça, c'est un niveau. Maintenant, ce qui a été, c'était notre proposition, nous sommes une opposition, mais qui propose. Nous avons dit que tout cet argent-là, les 13 milliards, il devrait être injecté auprès des agriculteurs, surtout les moyens et les petits, pour reconstituer, quoique c'est un mot c'est un grand mot, de reconstituer le cheptel. Mais il faut bien commencer maintenant. Si on continue comme ça, on a reculé de 38%, demain, il n'y aura plus de cheptel. C'est un point très important. C'est un point très important qui est levé. Effectivement, il faut absolument reconstituer le cheptel. Dire que les 13 milliards ont été donnés, c'est peut-être un peu aller de manière très courte, parce que c'est une exonération de droits de douane. C'est quelque chose qui ne peut se réaliser que quand il y a une importation. Mais bon, et si on ne l'avait pas fait, il n'y aurait pas eu d'importation, il n'y aurait pas eu de 1 milliard ni de 13 milliards. Donc ce n'est pas de l'argent qui a été donné. Cette importation, s'il n'y avait pas ces exonérations, elle n'aurait pas été faite. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, il faut reconstituer le cheptel. Il faut aider les éleveurs. Il faut interdire l'abattage des génisses. C'est ce qu'on a fait. Il faut redonner du cheptel et dans ce qu'on importe, on importe pour reconstituer pour reconstituer le cheptel. Dans le soutien qui est donné à l'agriculteur, parfois critiqué pour sa répartition, etc., et pour sa façon de faire, c'est quelque chose qui est donné pour reconstituer le cheptel. Dans ce qu'on est en train d'essayer de faire pour relancer la partie emploi, parce que beaucoup d'éleveurs sont parmi les gens qui ont perdu leurs emplois. Il y a une aide destinée directement à ces éleveurs. On va avancer, on va laisser l'inflation. Vous n'êtes manifestement pas d'accord. Oui, rapidement. Là, rapidement, parce que l'inflation, il y a tout ce contexte-là, mais il y a un autre contexte. C'est le contexte de conflit d'intérêts. Je ne peux pas ne pas en parler, que ce soit au niveau de l'eau ou au niveau des hydrocarbures, parce que les hydrocarbures font partie prenante de la constitution du prix. Et au niveau des hydrocarbures, Conseil de la concurrence à l'appui, nous avons été, pas étonnés, mais nous avons été, c'est-à-dire corroborés dans le cadre de notre conclusion qu'il y a une entente entre notamment 5 grands et notamment, et je vais aller droit au but, le chef du gouvernement qui est concerné directement. Donc je vous dis que le chef du gouvernement n'exerce plus de fonctions au sein de ces entreprises. Ça a été dit, acté, vous le savez. Non. C'est ce qui a été. Est-ce que je peux répondre à ça? Moi, je le dis parce que c'est mon métier de le dire. C'est votre métier, mais je peux vous lire l'article 33. L'article 33 de la loi organique relative aux membres du gouvernement, il ne parle pas que du fait de se retirer. De se retirer des organes d'administration. Il parle d'intérêt. Je peux vous lire le texte. Comme ça, on sera il y a un problème parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un. Dans ce cas, il n'y aura plus d'entreprise en politique, si je comprends bien. Les membres du gouvernement doivent, pendant toute la durée de leur fonction, suspendre toute activité professionnelle ou commerciale dans le secteur privé. Notamment, on dit notamment, donc ils doivent suspendre, notamment leur participation dans les organes de direction, etc. Et de manière générale, toute activité pouvant entraîner un conflit d'intérêts. Il y a une suite, monsieur le ministre, que vous n'avez pas dite peut-être ou ailleurs. La suite, elle dit, ils peuvent néanmoins garder leur part. Leur participation, mais c'est un exercice. Est-ce que je peux répondre à ça ou pas? Mais c'est un débat très important. C'est un débat important. Parce qu'on ne peut pas parler de l'inflation en faisant fi du contexte. Nous avons aujourd'hui un gouvernement, et notamment le chef de gouvernement, qui est concerné directement par le conflit d'intérêts. Et ce conflit d'intérêts, il fait partie de ce schéma d'inflation, et 2, il nuit à l'exercice et à la liberté d'entreprendre, et au commerce et à l'industrie.
Et nous sommes devant un ministre de l'Industrie qui concerne... Il va essayer de vous répondre. Voilà. Non, vous y allez. Il va essayer de vous répondre. Vous allez répondre, allez-y. Alors, la première des choses, effectivement, quand on dit, et on affirme haut et fort, comme le fait Sidris, que je respecte, que l'inflation est due à un conflit d'intérêts et l'impact de l'inflation, ça veut dire que dans des pays où il y a moins de conflits d'intérêts, l'inflation serait moindre. Je pense qu'au niveau performance pour la maîtrise de l'inflation, le Maroc n'a pas été un mauvais élève, en tout cas sur cette période d'inflation mondiale. Je pense qu'on a été plutôt bon, malgré les soupçons de conflit d'intérêts, et ça, on peut le reconnaître. La deuxième chose, on nous dit, sur les hydrocarbures, il y a eu entente. Oui, il y a eu entente. Ça a été acté par le Conseil de la concurrence et des mesures ont été prises. Ça veut dire que les institutions de notre pays fonctionnent. C'est une bonne chose. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Bien. Troisièmement, on nous dit, sur l'eau, il y a conflit d'intérêts. On regarde, effectivement, sur la station de dessalement de Casablanca, qu'il fallait faire en toute urgence, je pense que personne ne peut discuter là-dessus. On a une offre où il fallait faire les choses de manière accélérée, et je pense que personne ne discute aussi de l'urgence du projet, ou du professionnalisme de ceux qui ont bidé entre Acciona et Aqua, pour faire les choses de manière simple, qui sont plus ou moins à 50-50, et personne ne discute aussi de la qualité et du prix de l'offre qui est intéressante. Maintenant, effectivement, il y a débat. Il y a un débat important. Ce premier débat, il dit, bien, est-ce que, dans ce cadre-là, le chef du gouvernement qui a des participations dans une des entreprises, une des co-entreprises qui a bidé et qui a gagné, aurait influencé la décision? Ça veut dire, est-ce qu'il y a eu un avantage particulier à ce bideur du fait qu'il y a un intérêt? L'opposition dit oui. Nous, en ayant suivi le procès, on ne le voit pas. Mais je fais encore confiance aux institutions dans notre pays. S'il y a eu un manquement quelconque, ce manquement sera mis en évidence et les mesures seront prises à un moment donné. Est-ce qu'il y a eu une problématique par rapport au prix? Je pense qu'on a un prix extrêmement intéressant. Est-ce que ce prix est issu d'avantages indus? C'est la deuxième question qui est posée. Ça veut dire qu'il a bénéficié du caractère stratégique de la charte d'investissement où il y aurait eu des avantages. Il a bénéficié d'un amendement de la loi pour des projets supérieurs à 1,5 milliard de dirhams. Bon, on se pose la question et on se dit, on amène dans une loi de finances quelque chose d'1,5 milliard de dirhams. Là, je peux témoigner directement sur le 1,5 milliard de dirhams en disant, moi j'arrive avec des projets à l'époque de Gigafactory que vous connaissez, qui sont des projets extrêmement importants et qui avaient besoin de cet amendement sans tenir compte de ce qui allait arriver. Peut-être que dans l'esprit de certains, c'était déjà le cas. Deuxième chose, je peux finir une démonstration? Vous finissez vos 3 minutes, je finis les siennes, je pense qu'il a aussi autre chose à dire c'est sur vrai. ça. Deuxième chose qui est importante, je pense qu'on doit faire cette station de dessalement très vite. On a des conditions extrêmement intéressantes. Et s'il y a le moindre manquement, c'est important que nos institutions fonctionnent, et je pense qu'elles ont commencé à fonctionner. Dernière chose qui est extrêmement importante par rapport à ce sujet, aujourd'hui, dans notre pays, alhamdoulilah, les choses sont visibles. Et c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, notre démocratie permet qu'on en parle et qu'on en parle de manière ouverte, et ça, on peut en être fier. Merci. Alors, vous avez 3 minutes exactement pour répondre à ces 3 minutes à lui. Et après, on va passer un peu à l'aspect politique, parce qu'il y a aussi le côté politique. Allez-y, monsieur le ministre. Nous sommes d'accord sur l'importance stratégique des stations de dessalement. Ça, c'est une question d'intérêt général et d'intérêt national. Deux, sur la décision, sur le processus, sur les avantages, nous continuons à dire que le processus, c'est un processus où il y a une présomption de conflit d'intérêt. Pourquoi? Parce que le chef du gouvernement qui est concerné, son entreprise est co-entrepreneur dans ce cadre de ce projet-là. Le chef du gouvernement, il est le président du conseil d'administration de l'ONE, lequel ONE est le seul office et le seul partenaire public habilité à demander de passer ce projet par procédure négociée. Donc c'est l'ONE qui demande à ce que le dossier passe par procédure négociée. Parce que la procédure négociée, il faut le rappeler, c'est une procédure à titre exceptionnel
Et il faut vraiment avoir les motifs tous les motifs du monde pour passer par procédure négociée. Donc ça a été le premier niveau. Deuxième niveau, le chef du gouvernement est le président de la Commission nationale du partenariat public-privé qui statue sur la procédure négociée. Le chef du gouvernement est le président de la commission de la charte d'investissement qui donne de l'appui aux projets stratégiques. Et d'ailleurs, nous attendons toujours une réponse claire et nette de la part du chef du gouvernement. Est-ce qu'il bénéficie de l'appui dans le cadre de projets stratégiques ou pas? Parce que, vous voulez de réponse parce qu'il y a un communiqué du chef du gouvernement du 10 décembre qui dit que ce projet a été admis dans le cadre de partenariat stratégique. Le chef du gouvernement vient le 16 décembre au Parlement, il nous dit « je ne bénéficie pas ». Ça, c'est le point. Deuxième niveau, avec ces mesures, il nous dit qu'il a des projets, je suis preneur, mais comment ça se fait qu'un gouvernement et un ministre qui a des projets dans le cadre des 1,5 milliard et à qui il veut donner pas une exonération, un avantage fiscal de 20% à l'IS au lieu de 35%, ils ne se rendent pas compte de ça, ils ne l'intègrent pas dans le cadre du projet de la loi de finances, il attend que ça passe dans la première chambre, que ça arrive à la deuxième chambre et qu'un conseiller de la deuxième chambre vient avec un amendement. C'est quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est le gouvernement. Et donc ça c'est à notre niveau. Maintenant, nous disons que c'est un avantage indu parce que les prix pratiqués, monsieur le ministre, les prix pratiqués, ce sont des prix, vous pouvez, ChatGPT ou Google, ce sont des prix normaux. Non. Les 4,5 dirhams, on peut en faire la démonstration, les 4,5. Mais ayons en tête, la soupçon, elle est là. On propose 4,5 parce que nous savons que nous allons proposer de 30% dans le cadre de projets stratégiques, que les autres informations que les autres n'ont pas. Et on sait qu'on va, au lieu de payer 35% d'IS, on va payer le 20%, chose que les autres n'ont pas. Je peux vous dire aujourd'hui de manière officielle que le projet bénéficie du cadre stratégique de la charte de l'investissement et que le montant de la subvention accordée au projet est de 0%. Bien, s'il vous plaît. Il nous reste 3 minutes. C'est la décision qui a été prise. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On ne va pas s'en sortir. Mais il faut corriger le communiqué du 10 décembre. Messieurs. Non, il bénéficie du cadre stratégique. Alors pourquoi il bénéficie? Je vais vous expliquer. Je sais pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Non, je vais vous expliquer. Parce que les deux bénéficient des 20% de l'IS. Je peux vous expliquer. Je peux vous expliquer. Il reste 3 minutes. Ce n'est pas les 20% de l'IS. Ce n'est pas les 20% de l'IS. Si, c'est les 20. Je vais vous expliquer pourquoi. On ne s'entend pas, monsieur le ministre, s'il vous plaît. On ne s'entend pas parce que vous nous interrompez. Vous ne laissez pas expliquer à nos spectateurs quelque chose qui est important. Mais ce n'est pas grave, passons à autre chose. Je vous expliquerai plus tard. Il nous reste. Non, on aura d'autres occasions. Désolé. Il nous reste encore 2 minutes. Je voudrais 1 minute chacun. Et j'aurais voulu en parler un peu plus, donc je ne veux pas parler du tout. Je reste avec vous. Après, c'est 1 minute pour vous et on termine. Qu'est-ce qui se passe avec cette majorité? Votre secrétaire général, c'est Lisa Baraka, a dit Taqallah fil Mgharba, en parlant des prix. Il y a eu le gouvernement du mondial par rapport du PAM, il y a eu la réponse, il y a eu la réunion de la majorité, etc. etc. Est-ce que c'est une majorité qui tient encore pour l'année et demie qui reste? En 1 minute, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Je persiste et signe. Et je dis aux spéculateurs Taqallah fil Mgharba, ou sinon vous allez nous trouver en face, et nous sommes déjà en face. C'est tout. Point. Merci. À vous, monsieur le ministre. Alors, sur ce point-là, le gouvernement il a tout le pouvoir et toute la latitude pour agir. Et donc, je comprends que l'opposition vient dire que Taqullah fil Mgharba, pourquoi vous faites mal? Mais je ne comprends pas que le membre du gouvernement vient le dire. Les membres du gouvernement, ils ont le pouvoir de faire taire ces 18-là et de prendre les décisions nécessaires. Ça c'est parce qu'ils doivent faire la part des choses. On a 18 personnes, on a 37 millions de Marocains. Ça, c'est le premier niveau. Maintenant, par rapport à la course aux élections, on a été surpris parce qu'il y a un problème. Nous sommes à 1 année et demie, des élections, et on commence à se partager. D'abord, il faut avoir un bilan, on vient d'en parler, les désengagements sur les désengagements. Je dis bien qu'avec Clémence, je note avec Clémence 2 sur 10. Les 10 sont engagés. 2 sur 10 engagés, 2 sur 10. Et je dis avec toute la plénitude et de manière solennelle qu'au moins 4 sont impossibles. Et d'ailleurs, parlons de l'éducation, on n'en a pas parlé. De l'éducation, il est écrit ici qu'on va être parmi les 60 premiers.
Au niveau du Teams, on est descendu dans les niveaux d'il y a 20 ans. On est les derniers de la classe. Une trentaine de secondes pour Monsieur le ministre Mzour. Moi, je répète que les 10 engagements sont engagés. Les conditions, on verra. On verra en temps voulu pour faire le bilan. Par contre, ce qui est intéressant, et je pense que c'est bien de le relever parce qu'on peut sortir avec quelque chose de positif. Sur l'éducation, effectivement, il y a des choses qui vont mal, mais il y a des modèles qui ont été craqués. Le préscolaire va nous aider. Le TARL, qui a été mis en place et qui est généralisé, donne des résultats intéressants. Et aujourd'hui, je pense, ensemble, qu'on a craqué le modèle et que les chiffres de l'éducation dans notre pays vont se porter. Sur ces paroles très optimistes et sur ces grands sourires, Monsieur le ministre Azam Idrissi, Monsieur le ministre Riyad Mzour, vous êtes ministre en exercice, vous êtes ancien ministre du budget. Merci pour votre débat, merci pour vos éclairages. Il faudra peut-être un peu plus de temps parce qu'en 48 heures, on ne fera pas le tour de tout ça. Merci à vous de nous avoir suivis. On avait besoin au moins d'une heure de plus. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.